Madame, Messieurs, cette grande édition du journal dont voici les titres. Ville verte est l'intitulé du thème de la journée d'aujourd'hui dédiée par la planète pour célébrer la Terre, une fête mondiale motivée par le respect de l'environnement, un rendez-vous qui tombe à point nommé pour la République démocratique du Congo dotée d'une forêt dense. C'est un dossier à suivre dans ce journal. Et puis, le pouvoir judiciaire est mis en contribution par la Commission électorale nationale indépendante afin que la vérité des urnes triomphe lors des proclamations des prochains résultats. Des magistrats sont en atelier de formation sur les scrutins. Et enfin, comme si cela était lié à ceci, c'est le moment que choisit la société civile pour se lancer dans les débats sur la révision de la Constitution. Des activistes du mouvement associatif voudraient comprendre les motivations qui poussent certains à réviser la loi fondamentale. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. C'est un sujet qui ne cesse de défrayer la chronique ces derniers jours. Et durant 2 jours, des participants vont se retrouver au CEPAS pour débattre de la question suivante. Faut-il réviser la Constitution avant les élections de 2016? La réponse sera donnée demain. Mais certains orateurs laissent déjà transparaître leur point de vue. Vous allez les suivre dans ce reportage. Année électorale pour la RDC, on peut le dire au regard des enjeux qui pointent à l'horizon. Entre-temps, l'éventualité de la révision de la Constitution fait débat. La société civile de la RDC analyse les faits. Faut-il réviser la Constitution avant les élections de 2016? Quel est le point de vue de la société civile? C'est ce questionnement qui constitue le thème du séminaire ouvert ce 22 avril à Kinshasa. L'objectif est de préserver le gage de légitimité du pouvoir politique. Un des orateurs a déjà sa position. Il insiste sur le contexte, car toute constitution peut être révisée. Ma position est très claire. D'abord, la constitution est révisable et parce qu'il n'y a aucune constitution au monde qui soit intangible et immuable et éternelle. Ça, c'est clair. Comme point de départ, c'est ce que j'appellerais comme prémisse, n'est-ce pas? Maintenant, par rapport à cela, faut-il ou ne faut-il pas? Non, la question ne se pose pas en termes de faut-il ou ne faut-il pas. Hein? La question se pose en termes de pouvons-nous modifier la Constitution? Parce que là, étant donné que la Constitution est révisable, pouvons-nous la réviser? Et l'autre question plus importante, c'est pour quel objectif? La révision constitutionnelle dans le contexte africain donne une matière à réflexion selon les avantages et les inconvénients qu'elle présente. La société civile devrait bien jouer son rôle de préserver les intérêts de la société. La meilleure chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de replacer ces débats dans le contexte africain. Il faut d'abord qu'on arrive à comprendre comment on en est arrivé à verrouiller un certain nombre de dispositions dans les constitutions africaines, parce qu'il n'y a pas que la constitution congolaise qui l'a fait. Mais le plus important en ce qui nous concerne au niveau de la société civile, c'est justement de partir de cette expérience africaine. Les choses se sont passées dans d'autres pays africains, voir quelles leçons nous pouvons tirer de ces expériences pour notre pays, la République démocratique du Congo. Ce débat houleux va se clôturer le 23 avril. L'on espère qu'il aboutisse à des conclusions objectives. Protection juridique et personnelle, etc., etc. On peut y réfléchir. Amateur du débat, Justin Marie Bomboko ne saura plus s'exprimer sur ces sujets de l'heure. Le cercueil du tout Premier ministre des Affaires étrangères est exposé au siège du Parlement pour des funérailles officielles. Lui-même a été célébré une messe des requiem peu avant la levée du corps en présence de la première dame du Congo-Brazzaville et celle de la République démocratique du Congo. Ça aura été certes une douleur suite à la séparation, mais le patriarche Bomboko Lokumba, parti, son souvenir reste vivant chez des générations politiques futures, véritable référence sur laquelle l'on revient ici à travers le parcours du combattant de l'illustre disparu. C'était la dernière sortie publique du patriarche Justin Marie Bomboko. Le leader des Anamongo recevait ces jours-là la jeunesse de cette association. Nouvellement installé, nous sommes dit, bon, notre patriarche ne peut pas partir d'abord comme ça. Il faut que nous puissions aller nous entretenir avec lui, qu'il nous voit d'abord, nous qu'il venait de nommer, que nous puissions partager, que nous puissions nous ressourcer auprès de lui,
selon certaines sagesses, donc la sagesse qu'il détient, il fallait qu'il puisse nous transmettre avant son voyage. Voyage, oui, mais personne, alors personne, n'imaginait que c'était un voyage sans retour. Le 10 avril à Bruxelles, c'est lui qui était le dernier survivant signataire de l'acte de l'indépendance du Congo s'éteint. Direction sa résidence à Binza-Upen, où sa famille et les amis et connaissances s'étaient réunis pour une veillée mortuaire. Lundi 21 avril, le cortège prend la direction du ministère des Affaires étrangères, où Justin Marie Bomboko a fait ses premiers pas publics en tant que ministre. Ensuite, c'est vers la cathédrale Notre-Dame du Congo que va se diriger le cortège pour une messe d'action de grâce. Dernière étape avant le cimetière, l'hémicycle du Palais du Peuple pour des obsèques officielles. D'abord, par le chef de l'État qui a tenu mardi à honorer ces pionniers de l'indépendance. Il était précédé la veille par les premières dames des deux Congos et par les responsables des institutions de la République. Né le 22 septembre 1928 à Boleke dans la province de l'Équateur, Justin Marie Bomboko s'en va après une carrière diplomatique élogieuse. Des témoignages de ceux qui l'ont fréquenté ou d'autres acteurs de la vie socio-politique ont été nombreux pour situer la place qu'occupait réellement Justin Marie Bomboko sur la scène politique et diplomatique. C'est toute une grille finalement de repères et de références qui est reprise dans ces propos que je vous propose de suivre. C'est une grande émotion parce que j'étais apparu avec lui pour la dernière fois de sa parution à la télévision. C'était avec moi et il y a des choses qu'il m'avait dites. Il doutait déjà que si je revenais, voilà ce que je vous dirais. Il doutait. Parce que Dieu montre toujours la fin de la vie. C'est la vie d'une bibliothèque qui vient de disparaître. Pas seulement une bibliothèque, mais le ciment des Anamongo, le ciment des générations, le ciment de l'Est avec l'Ouest, et ça depuis l'aube de l'indépendance. Et puis un homme qui a eu une grande expérience administrative. C'était un papa, un patriarche qui nous a quittés et on l'a enterré dignement. Le président de la République a déployé des moyens pour que nous puissions organiser les obsèques telles que vous l'avez vécu. Et nous, la communauté Mongo, nous le remercions sincèrement. Je pense que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Nous resterons autour de la famille Bomboko, en train de les soutenir, parce que c'était un problème qui a touché tout le monde, mais la mort, c'est un chemin pour tout le monde. On va changer de chapitre. Je vous le disais à l'ouverture de cette grande édition, 22 avril de chaque année, comme aujourd'hui, la planète célèbre la journée de la Terre afin d'inculquer la culture de l'environnement au plus grand nombre. Cette édition a pour thème Ville verte en vue de permettre de conserver des villes et des villages verdoyants et les aires protégées et des conflits que cela engendre. La commémoration de cette journée nous offre l'opportunité de relayer ici le cri des détresses des peuples autochtones qui se disent avoir été déguerpis de leur habitat naturel du parc Kaouzi-Biega dans le sud Kivu. C'est un dossier que nous propose Bibi Chungua, qu'elle a tiré bien sûr de son émission Écran vert qui passe tous les mardis sur Biwan Télévision. Oui, la réaction est tout à fait triste. On réalise qu'il y a des personnes, il y a des communautés qui, à ce jour d'aujourd'hui, vivent sans terre. Et surtout lorsqu'il s'agit des autochtones pygmées, comme vous le savez, c'est un peuple essentiellement forestier.
La vie de ces autochtones dépend essentiellement de la forêt. Pour eux, la forêt, c'est comme leur supermarché, c'est là où ils trouvent leurs aliments, c'est là où ils trouvent leurs médicaments et presque leur survie dépend de cette forêt. Il y a aussi le nomadisme qui ne les prédispose pas au fait de déjouir de ces ressources naturelles. Le nomadisme n'est pas un argument. Le nomadisme est lié à un espace bien défini. Et le cas des autochtones pygmées qu'on vient de voir, le nomadisme, c'est dans l'espace du parc de Kahuzi-Biega pour les cas d'espèces. Donc, ils sont nomades, mais dans un espace bien défini. Et donc, s'ils sont dépossédés de cet espace dans lequel ils sont nomades, ils se retrouvent sans terre et sans espace où et là, ça pose problème. Ils peuvent vivre ou ils peuvent continuer à se développer comme toutes les autres communautés. Que préconise votre structure par rapport à cette question ? Déjà, nous avons développé un programme qui est le programme d'accompagnement judiciaire et administratif des autochtones pygmées. Et c'est dans le cadre de ce programme que nous avons développé ou que nous développons avec notre partenaire, la Rainforest Foundation Norvège. C'est grâce à ce programme, comme je le disais, qu'on essaie de voir dans quelle mesure identifier ces genres de possession de terres, d'essayer de voir comment remettre les communautés autochtones dans leurs droits et finalement permettre à ceux qui puissent se développer et s'épanouir comme toutes les autres communautés. Écran vert, c'est donc une émission axée sur l'environnement qui passe tous les mardis à 18h10 sur Biwan Télévision. Et dans l'extrait qui va suivre, c'est la structure environnementale, encore ressources naturelles pour les développements qui accompagnent ces peuples autochtones en vue de leur donner des pistes, des solutions pour leur sortir, bien entendu, de leur crise qui les oppose au pouvoir public. Toutes les issues ne sont donc pas fermées au dialogue. La terre est là pour nous unir et non pour nous diviser. Elle est là pour nous enrichir et non pour nous appauvrir, dixit le président de la République dans son adresse à la nation lors de son investiture. Nonobstant cette interpellation, ce problème continue à demeurer une question d'actualité avec de proportions en ce qui concerne les populations autochtones. Victimes de discriminations de toutes sortes, dont celles relatives à la propriété foncière, étant donné leur nomadisme qui ne le prédispose pas à la jouissance d'un tel droit. Le problème de la terre, certes un besoin vital qui se cristallise dans les structures mentales et donc pour le pygmée, l'idée de propriété foncière est typique dans le sens que la terre est leur propriété aussi longtemps qu'ils l'occupent comme habitat, réserve de la chasse utile, soit une propriété temporaire en fonction du gibier. Qui sont-ils réellement? Le pygmée sont le descendant de ceux qui habitaient dans un pays ou une région géographique à l'époque où de groupes de populations, de cultures ou d'origines ethniques différentes y sont arrivés et devenus par la suite prédominants par la conquête, l'occupation de la colonisation et autres moyens. À ce titre, les populations autochtones sont le plus vulnérables, marginalisées et désavantagées au monde. Une situation dont la maîtrise de terre, des territoires et même de ressources naturelles qui jadis étaient traditionnellement les leurs en constituant l'équilibre des siècles durant. Et aujourd'hui, la problématique de ces peuples pygmées expérimente actuellement de chocs culturels issus des groupes nouvellement arrivés, puisque technologiquement forts, qui fait à ce que ce dernier en devienne faible, avec comme conséquence la perte de droits séculaires de propriété foncière réduits dans le réserve ou, selon les cas, de les confiner sur des terres inhospitalières à défaut d'intégrer tant bien que mal le monde urbain. En RDC, depuis l'époque coloniale, le pygmée ne contrôle plus leurs terres, ceci suite aux mécanismes subtils, notamment l'expulsion pour la création de parcs nationaux, la spoliation pour installation des industries minières et autres carrières d'exploitation artisanale, l'interdiction d'accès aux forêts classées réserves naturelles, qu'à de le dire avec ceux du Sud Kivu, déguerpis depuis 1975 pour cause d'utilité publique, celle de la création du parc Kahuzi-Biega par l'ordonnance loi numéro 70/316 du 30 novembre.
intervenu pour la transformation de la réserve en parc avec une superficie de 60 000 hectares en restreignant de droits coutumiers de peuples autochtones tels que de droits d'habitation, de chasse, de cueillette, de ramassage d'usages qui, du reste, sont de droit sur le mode de vie. En 1975, l'ordonnance numéro 75 portant modification des limites du parc national de Kahuzi-Biega fait passer les 60 000 hectares à 600 000 hectares. Et en rapport avec cette journée de la Terre, nous allons recevoir à la fin de cette édition Charlie Facheux. Il est directeur pays africain des Wildlife Foundation. Nous le recevons comme invité du journal. Nous poursuivons cette grande édition avec des questions politiques encore. L'abbé Apollinaire Malou tient à encadrer l'organisation des élections en impliquant des magistrats venus de toutes les provinces. Ces hommes de la loi suivent une formation susceptible de les aider à s'imprégner des matières électorales. Suivez. La justice électorale doit être mise à profit pour la crédibilisation des scrutins. La Commission électorale nationale indépendante, qui s'en préoccupe grandement, organise un séminaire à l'intention des magistrats de 11 provinces. Le souci est de faire régner la loyauté et moralité du processus électoral. Dans toutes les démocraties représentatives, la justice joue un rôle fondamental pour la tenue des élections libres, crédibles, justes et transparentes et sans violence. Elle est le garant des droits fondamentaux de voter et d'être élu et a également la charge de gérer le contentieux électoral et les litiges opposant la CENI au tiers, sans oublier les diverses sanctions à tous les niveaux d'organisation électorale. La justice est un élément fondamental pour crédibiliser les résultats et défendre les droits de l'homme, justifie ses échanges avec ses défenseurs de la loi. Les magistrats doivent jouer un rôle de régulation des torts, un rôle central d'arbitre qui apaise les consciences et les esprits. D'où la nécessité de convier les magistrats à la formation, au renforcement de ces capacités fondées sur les droits, reviennent la paix, l'harmonie, la concorde, bref, l'avènement de la démocratie, c'est-à-dire. Cette rencontre inaugure une série de séminaires sur les défis, enjeux et perspectives du processus électoral d'un État des droits au service de tous. Coup de projecteur sur la presse internationale à travers les lignes. Afrique.com scrute l'Algérie. Après la présidentielle, la révision de la Constitution, la première réunion du bureau politique du Front de Libération Nationale a eu lieu hier. Au programme, les relations entre Sadani et Sellal, la victoire de Bouteflika et la révision de la Constitution. Le rassemblement a été l'occasion d'évoquer la victoire du président Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle du 17 avril, arrivé en tête avec 81,53% des voix, ainsi que des questions liées à l'évolution sur la scène politique. Et puis, Jeune Afrique annonce que l'ex-président Abdoulaye Wade est attendu demain au Sénégal. Il avait quitté son pays après sa défaite. Le retour d'Abdoulaye Wade, qui a été au pouvoir de 2000 à 2012, a déjà été annoncé puis reporté plusieurs fois, mais cette fois-ci, c'est confirmé. Il sera là mercredi, arrivera à Dakar en début d'après-midi, a déclaré un responsable de sa formation, le Parti démocratique sénégalais, joint par l'AFP. Abdoulaye Wade, 87 ans, a dirigé le Sénégal 12 ans, jusqu'à sa défaite au second tour de l'élection présidentielle le 25 mars 2012 face à Macky Sall, son ex-premier ministre devenu son adversaire. Dans un entretien au quotidien français paru lundi, l'ex-président Wade a expliqué être resté hors du Sénégal depuis son départ à la demande des militants du PDS. Il a aussi dénoncé une chasse aux sorcières menée par le régime de son successeur. Une note en religion, la Pâque est bien sûr passée. Voilà que la paroisse Sainte-Rita se prépare à une autre fête, celle du jubilé d'argent de son existence. Ça sera le 1er mai prochain. Les préparatifs sont supervisés par les curés Grégoire Chimanika, qui a animé une conférence de presse à ce propos. Nous sommes à la paroisse Sainte-Rita dans la commune de Mongafula.
Ce rassemblement justifie ici cette cérémonie organisée par le curé de la paroisse, ce à l'occasion des 25 ans d'existence de cette paroisse. C'est donc ici l'histoire d'une communauté exprimant le désir d'émerger dans une vie d'intimité avec Dieu. Le chrétien catholique venu de la paroisse Saint-Esprit, de Livoulou principalement, avait exprimé le désir de continuer leur vie spirituelle. C'est alors que commença les contacts entre l'équipe de Papa Lupaka Kiaki, d'abord avec la diocèse par le cardinal Malula, puis avec le père jésuite afin de desservir le secteur pour le compte du diocèse de Kisantu. C'est ce qui fut fait et les fidèles s'assemblaient sous les rameaux. Ainsi, l'actuelle paroisse Sainte-Rita a commencé comme une chapelle de la paroisse Sainte-Marie de Kimwenza, dirigée par le père jésuite. Ensuite, elle était une succursale de la paroisse Mater Dei, que dirige le père de la Consolata. Enfin, la dite paroisse est dirigée par le régent Saint-Vincent de Paul jusqu'à ce jour. Ce point de presse n'est que le début des différentes activités commémoratives de ce jubilé d'argent. Notons que cette paroisse a déjà fait preuve d'hétérogénéité de ses fidèles dans l'organisation, l'esprit d'équipe, l'innovation, dans le chef de ses animateurs. Littérature avec ce titre, La justice constitutionnelle congolaise en République démocratique du Congo. C'est l'intitulé de l'ouvrage publié par les professeurs Dieudonné Kalouba Dibois, livre qui analyse les causes de l'état morbide de la justice constitutionnelle dans le pays. La publication a été portée sur fonds baptismaux cet avant-midi au centre Wallonie-Bruxelles. Cet ouvrage de 650 pages dresse l'état des lieux de la justice constitutionnelle congolaise en RDC, en retraçant les fondements des normes de cette justice. C'est un sujet absolument considérable si vous tenez compte de la place que prend la Cour constitutionnelle dans la Constitution de 2006, si vous tenez compte du contentieux qui lui est réservé, tel que la justice pénale pour le chef de l'État et son Premier ministre, tel que le contentieux électoral, tel que les avis qui doivent être donnés à propos de toutes les lois importantes du pays quant à leur constitutionnalité. Il s'agit d'une justice importante et c'est très bien qu'il y ait un ouvrage de référence. Un livre qui analyse les causes de l'état morbide de la justice constitutionnelle en RDC, droit vivant, question fondamentale. En général, la justice au Congo va mal et très mal. Donc, il faut relire avec intérêt l'ouvrage de professeur Kalouba où il fait l'état des difficultés, de la misère de la justice, des conditions matérielles délicates, mais aussi de l'indépendance même des magistrats. En publiant cet ouvrage, Dieudonné Kalouba Dibois fait une sorte d'autopsie de la justice constitutionnelle de la République démocratique du Congo et renforce la thèse de l'intelligentsia de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Au nom du savoir juridique universel, Il ne restait qu'aux représentants des premiers présidents de la Cour suprême de justice de porter cet ouvrage sous fonds baptismaux. Eh bien, bienvenue à ce nouveau-né dans le monde de la littérature. Ce journal se poursuit avec l'invité du journal. Mesdames, Messieurs, je l'ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir sur ce plateau Charlie Facheux. Vous êtes directeur pays Wildlife Foundation. Bienvenue sur ce plateau. Merci, madame. Ce 22 avril, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la Terre. Première question, quelle est l'importance ou la signification de cette journée? Je pense que ça, c'est une journée très importante. Depuis des décennies, nous sommes dans un cycle où chaque année, nous découvrons les méfaits de la pollution, les méfaits de la dégradation des forêts, les méfaits de l'action humaine. Et je pense que ce jour, c'est un jour où nous devons nous arrêter pour nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour réparer les dégâts que nous causons à la Terre qui est si importante à notre survie. Et cette année, l'accent est mis sur les villes vertes. Pouvez-vous situer la République démocratique du Congo par rapport à cette question des villes vertes? Oui, je pense que déjà les villes vertes, c'est un ensemble d'actions qui font en sorte que dans une ville,
on a du bon vivre, comme on dit. C'est-à-dire, il y a la propreté, il y a une bonne circulation, il y a moins de pollution, il y a le drainage. Et je pense qu'il faut qu'on soit honnête, depuis à peu près 2-3 ans, Kinshasa est dans cette mouvance-là. La vie est de plus en plus propre, les routes sont de plus en plus asphaltées. C'est vrai que quand il pleut, il y a encore des inondations, mais je pense que c'est un processus. Mais il y a encore beaucoup de défis à relever, il faut qu'on se le dise. Tout à fait. C'est un processus qui est assez long et c'est un processus qui demande l'implication de chacun, de tout le monde, de chacun. On ne peut pas dire que ce sera uniquement le gouvernement parce que, dites-vous, si nous balayons et que juste après nous jetons les ordures, c'est l'impression qu'on a, vous, ONG, c'est vrai qu'il y a la part du gouvernement, mais qu'est-ce que vous faites justement pour sensibiliser les populations à s'imprégner de leur implication par rapport à la protection de l'environnement, par exemple? Oui, nous accompagnons le gouvernement et nous travaillons avec les communautés. Je pense qu'en disant ville verte, nous les ONG, nous ajoutons village vert. Parce qu'il faut dire que dans nos pays, les populations sont en majorité dans les zones rurales. Et il est important que le processus qui est engagé dans les villes soit également engagé au niveau des villages. Et nous travaillons, nous formons les ONG locales, nous travaillons avec les communautés, nous travaillons avec les peuples autochtones, dont je viens de voir le reportage, pour qu'elles prennent conscience de leur environnement. Aujourd'hui, il y a l'écologie qui nous permet bien sûr de garder, de protéger cet environnement. Par rapport à cette question, quel est l'état des lieux de l'activité de l'écosystème en République démocratique du Congo? Ça, c'est une question qui aurait demandé toute une émission pour répondre. Mais de façon brièvement je dirais que c'est un processus qui est en marche, qui est long et qui est lent. Tout récemment, le Congo, c'est le premier pays africain qui a reçu l'aval au niveau de la RED. Ça veut dire qu'effectivement, l'écosystème a malheureusement subi depuis quelque temps les affres du changement climatique. Et ce sont des actions concertées et harmonisées qui font en sorte qu'on peut atténuer, je dis bien atténuer, les conséquences. Et les ONG, comme le gouvernement et comme tous les partenaires financiers, travaillent chacun dans son domaine à une action. Dites-vous, chacun apporte une graine, chacun apporte sa pierre. Et c'est l'ensemble qui peut-être fera qu'on sauve la planète. Et quel est justement le rôle que les politiques peuvent jouer en vue de maintenir cette harmonie entre l'homme et la nature, parce que sans laquelle on aura des dégâts? Oui, je pense que le principal rôle, et c'est surtout au niveau de la mise en place des lois, d'harmoniser les lois. Par exemple, au niveau de la tenue foncière, il est important d'harmoniser le code forestier, le code agricole, le code minier. Je pense que c'est le travail que nous faisons tous les jours avec le gouvernement. Chercher à y a-t-il eu des avancées? Oui, énormément d'avancées. Je vous dis c'est lent, mais ça avance. Comparativement à d'autres. Vous frottez les mains. Non, je dis non, il faut être honnête de dire que il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je le dis parce que j'ai quand même eu l'expérience de plusieurs autres pays et comparativement, ça avance. C'est quand même lent, il faut le dire, mais il faut aussi reconnaître que ça avance. Charlie Facheux, vous êtes directeur pays d'Afrique des Wildlife Foundation. Parlez-nous brièvement de cette institution, de cette ONG. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, merci. African Wildlife Foundation, c'est une ONG panafricaine qui existe depuis 53 ans. Nous sommes nés en 61, donc juste une ONG qui est en même temps née avec les indépendances, une ONG africaine et qui est dans presque tous les pays africains. Nous sommes au Congo depuis à peu près 11 années et nous travaillons de façon intense au niveau de la province de l'Équateur et un peu de la province orientale. Nous travaillons avec ICCN au niveau des aires protégées de Lomako, de Yonji, et nous travaillons également avec les communautés dans la mise en place des approches qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie tout en respectant l'environnement. Un dernier mot par rapport à la commémoration de cette journée, une sensibilisation adressée à l'endroit de la population et bien sûr des décideurs. Je pense que nous sommes tous liés avec le sort de la Terre. Et comme nous sommes liés avec le sort de la Terre, je pense qu'il est important que nous changions d'attitude vis-à-vis de la Terre. Il est important que nous voyons la Terre comme un partenaire primordial pour notre survie. Et en le faisant ici, nous aurons une attitude qui fait en sorte que nous soyons en paix avec la Terre. En étant en paix avec la Terre, nous prendrons soin d'elle.
Merci Charlie Facheux. Je rappelle que vous êtes directeur pays d'African Wildlife Foundation. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Je vous remercie pour l'invitation, madame. C'était l'invité du journal. Fin de cette grande édition. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. À mes ordres. Pen Pops, qui en veut une? Séance photo les filles. Quoi? Tu veux mon code PIN? Parfumé, plus amusant, plus cool. Essayez la nouvelle Pin-Up au délicieux parfum de fruits de la passion. Le parfum vous transporte. Hey, mokilo na ngai. Soki olingi obala mwana na ngai ya mobali, esengeli ozala malamu, hein? Mabokilo, baobengo libanda oyo kite. Abo. Keba. Na bosenga ya busukoli eloko, kaka génie ya malamu nde ekoki kobikisa yo. Génie nanga. Génie ezali gamme mobimba ya baproduit oyo esokolaka na lolenge moko ya makasi koleka. Kopangusa ndaku, kosokola basani, bitalatala pe biloko mosusu. Na bokasi bwa génie nde salite nyonso elimwe. Génie Javel mpo na bopeto pe boboni nikolobe nyonso. Nikolo nyonso, génie epetolaka pe epesaka solo kitoko pe bio na ndako. Génie, génie nanga ya bopeto. Elle assure. Elle assure d'une manière exceptionnelle, tu veux dire. Alors, toi, si t'as fini par l'avoir. Oui, sans problème. D'ailleurs, je crois que tout le monde l'aura bientôt dans sa poche. On peut la prendre partout. Elle est très discrète. Moi, je la prends à chaque voyage. Chut. Merci. Merci. Moi, c'est Paul qui m'en a parlé le premier. Moi, c'est ma femme. C'est vrai qu'elle assure. Oui, elle assure. Votre carte Roubank assure. Maintenant, avec Travelia, bénéficiez d'une assurance voyage sur vos cartes Visa, Mastercard et Travelers. Travelia, c'est une assurance voyage au prix d'une simple carte. Une exclusivité Roubank. Rawbank is my bank. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. Masa kwa ningisi lisusu na tombola moko munene na mboko oyo. Mais boyebela. Tout achat nyonso kosala ya $100, ya $500, to ya $750. Kaka ndenge osomi na ba distributeur agréé ya Basafco.